merci Annie pour cette excellente présentation qui vraiment renforce le message de mieux comprendre l'impact de la prévention primaire, donc la gestion des risques psychosociaux relativement à ce qu'on a vu là, sur la prévention secondaire plus axée sur la gestion du stress individuel. Donc, merci pour ce rappel de dynamiser les efforts, autant dans le milieu pratique que de la recherche, pour mieux comprendre comment intervenir sur les stresseurs. Ceci conclut la présentation de l'ensemble de nos présentations. Alors, le temps qui nous reste sera dédié à une période d'échange entre nous tous, dans le fond, pour savoir qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qu'on retient de ces présentations, quel message on veut porter relativement à l'atelier de ce matin. Donc, le chat est ouvert. Si vous êtes dans la salle et avez des questions directement au conférencier, je vous rappelle que le micro se trouve à votre droite. C'est à mon tour, oui? Oui, tout à fait. Oui, je vous cède la parole. Alors, une petite question. En fait, c'était dans la première partie pour M. Marchand. Lorsque vous avez parlé d'analyse de tous les facteurs qui peuvent affecter, disons, la détresse psychologique, le travail, hors travail, tout ça, est-ce qu'il y a ou il y aura un genre de poids attribué à chacun en termes d'effet sur la détresse psychologique, plus au travail, plus hors travail? Est-ce que c'est prévu? Oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait essayer faire, là, établir la part relative de chacune de ces dimensions-là pour expliquer les problèmes. On l'a déjà fait par le passé, il y a plusieurs années, et on s'était rendu compte qu'en gros, un tiers de l'explication venait du travail, un tiers venait de la situation hors travail, puis un tiers venait d'individus. En gros, il n'y avait pas de surreprésentation d'une dimension par rapport à une autre. On pourra retrouver ces résultats-là sur déjà fait. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on retrouve encore cette même équivalence ou importance de chacune des dimensions? Peut-être pas, donc c'est peut-être un exercice là, qui va être intéressant à faire à partir de nos données, là. Merci pour la question. Monsieur Durand, vous souhaitiez ajouter? Oui, ma question s'adresse probablement à Tania, puis sûrement des gens au niveau syndical aussi. On a vu qu'on a investigué plusieurs types de pratiques de gestion à gauche et à droite. Puis ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y en a qu'on pensait qu'ils allaient donner peut-être des effets positifs importants. C'est moins important que ce qu'on pensait au départ. Il y a des pratiques de gestion qui peuvent fonctionner très bien dans un milieu, puis pas du tout dans un autre. C'est difficile de prédire. Il n'y a pas de règle là, générale pour l'ensemble des organisations et des entreprises. Mais ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est qu'on a vu des gens qui traditionnellement travaillaient sur des horaires fixes. 9 h le matin à 5 h, puis à 5 h, oups, on finit, on ferme le bureau, c'est fini, final bâtard. Là, on est passé à des gens qui travaillaient à distance, qui n'ont jamais travaillé à distance. Puis là, on s'est aperçu d'une chose qu'on ne pouvait pas gérer à l'heure. Il n'y a personne, en tout cas dans nos milieux, nous autres, qui a essayé de gérer à l'heure en disant « J'espère que vous êtes là en ligne à 9 h exact » ou etc. Mais les gens ont accaparé ça quand même tout de suite, sont devenus très autonomes. Tout le monde a commencé à agir comme s'il était propriétaire de sa propre entreprise, d'une certaine façon. Mais on a vu apparaître avec ça, je trouve, en tout cas dans nos milieux, les mêmes défauts qu'on voit des fois chez des cadres, où là, on a vu nos employés, qui traditionnellement de 9 à 5, qui ont commencé à dépasser les heures, puis à travailler à 7 h le soir, puis à 8 h le soir, puis à nous envoyer des courriels à 8 h, puis etc. Oui, c'est beau l'horaire flexible, mais des fois, ça dépassait les bornes. Puis il n'y a jamais personne qui a parlé de temps supplémentaire là-dedans. Toutes les normes ont pris le bord en même temps. Et je me dis, à un moment donné, à la fois au niveau patronal puis au niveau syndical, il me semble qu'il va falloir reparler du savoir-vivre puis des normes de télétravail. Puis je vois, on a vu des entreprises, Alain et moi, par exemple, chez Standard Life, à un moment donné, ils ont dit, bien écoutez, ils avaient l'habitude de dire, après 5h30, c'est défendu d'appeler un employé chez lui, par exemple. Alors, on a commencé à établir toutes sortes de normes pour dire, et par exemple, il y a des entreprises qui ont dit, envoyez pas de courriel après 18 h le soir.
Je voulais savoir du côté à la fois de Tania, comment elle voit cette chose-là, puis aussi Annie. Bien, bien. Merci. Merci Pierre pour la question bien intéressante. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Moi, c'est ouvert. Oui, c'est bon. Les personnes à distance m'entendent, j'ai l'impression, en salle, ça va? OK. Alors, pour répondre à la question, Pierre, moi, je dirais que le télétravail, ce qui s'est fait en pandémie, on a transposé exactement ce qu'on faisait au bureau en télétravail. Si le télétravail doit continuer, il va falloir commencer à regarder peut-être un peu plus en détail les systèmes, comment on est en train d'organiser ces modalités hybrides, qu'est-ce qu'on conserve, etc. La deuxième chose très importante à voir, c'est la question du contrôle des performances. On en parle beaucoup, puis il y avait une question même dans le chat, donc je remercie dans la discussion. Comment est-ce qu'on contrôle? Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la meilleure façon de contrôler? Est-ce que contrôler le temps que la personne a passé derrière son écran, est-ce que c'est ça qui est utile? Est-ce que c'est parce que la personne devait rester derrière son écran pendant 8 heures? Donc, la personne doit faire quoi? Ses objectifs sont quoi? Est-ce qu'elle est tenue d'objectifs de résultats, de moyens, son comportement? Donc, c'est les mêmes principes qui s'appliquent à toute l'activité évaluation du rendement puis évaluation de la performance, mais qui doit s'appliquer maintenant dans un contexte quand même où il y a du renouveau. Sur la question de la déconnexion, c'est une excellente question, mais elle ne s'est pas seulement posée avec le télétravail. Elle se posait, ça fait un bout de temps qu'on a des téléphones intelligents puis qu'on reçoit des courriels puis que les ordinateurs ne se ferment pas pendant les vacances, etc. Il va falloir déterminer des politiques claires par rapport à l'obligation d'une personne de répondre ou de ne pas répondre pendant certains temps ou quoi faire. Donc, des codes doivent être établis certainement. On a d'ailleurs même vu pendant la pandémie des initiatives du style vendredi, pas de Zoom, pour juste garder la possibilité à quelqu'un de ne pas passer son temps en sautant d'une réunion à l'autre. La question aussi de la civilité à distance aussi, ce qu'on a vu et même dans les études, celles que nous avons menées aussi à la chaire, montre bien que, par exemple, sur des questions autour des congés maladie, les congés maladie ont baissé, la demande pour des congés. Par contre, des plaintes en harcèlement étaient beaucoup plus élevées dans la façon parfois de court-circuiter certaines façons plus de faire preuve d'un peu de courtoisie ou de civilité dans la façon de parler puis, ou d'entrer directement dans un vif du sujet, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les tâches qu'on fait, qu'un professionnel fait, qu'une personne qui fait en télétravail, il y a du traitement de l'information, il y a de la résolution de problèmes, il y a toute la partie plus professionnelle autour du travail. Et donc, encore une fois, il y a des choses qui sont appropriées, qui se font bien à travers un écran, puis d'autres pas. Donc, et c'est là un peu l'enjeu qui doit se faire, c'est comment choisir ces activités. Donc, merci. Donc, j'espère que je réponds à la question. Merci, Madame Landry. Souhaitez-vous ajouter? Problème de masque et de lunettes. Enlève le masque, les lunettes partent avec. Pour répondre à la question, c'est sûr que nous autres aussi, on l'a remarqué dans l'hyperconnectivité, puis c'était pas clair quand est-ce que se terminait ton temps de travail, quand est-ce qu'il débutait, parce que les attentes non plus entre ce qui était réellement attendu versus ce qu'on devait rendre, c'était pas clair non plus. Donc, il y a vraiment, tu sais, puisqu'on dit, le fait de monitorer combien de clics tu fais à l'écran, c'est pas nécessairement ce qui doit être fait pour savoir est-ce que ta performance est bonne, mais il faut quand même aussi avoir quelque chose qui est clair, puisqu'on dit, tu sais, on y va par résultat, mais il faut laisser le temps nécessaire à avoir un bon résultat, pas dire, ben je fais ton rapport en dedans de 2 jours, puis on sait que la personne va faire 12 heures par jour, puis elle va être... Il y a comme un équilibre à avoir, puis il y a aussi tout le cadre, évidemment, législatif, des conventions collectives. Entre autres, on le voit en France, ils ont commencé à sortir des lois sur le droit à la déconnexion. Est-ce que c'est applicable ici? Comment? On commence à réfléchir à ça. C'est sûr qu'on va tester, entre autres, dans les conventions collectives, dans la négociation. C'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'on est capable de négocier puis d'appliquer dans les milieux de travail, parce que je pense, comme Tania l'a mentionné, c'est pas juste depuis la pandémie qu'on est hyper connecté. C'était bien avant.
mais là, ça s'est peut-être répandu à des secteurs où avant c'était plus rare. Fait que, il y a ça aussi qu'on va voir probablement dans un futur rapproché, comment ça va se décliner, mais on n'a pour l'instant pas de solution miracle pour ça. Est-ce que ça conclut la période d'échange? Tout à fait. Alain, est-ce que je peux te céder le... Oui, je te cède les derniers mots pour cet atelier. Parfait. Là, c'est normal, là, je vois un micro. Ah oui, OK, c'est bon, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à ce premier atelier de l'Observatoire sur la santé et mieux-être au travail. Écoutez, c'est notre première expérience en hybride, alors on a appris aussi au côté comment ça fonctionne, tout ça, donc une nouvelle expérience pour nous. On a eu d'excellentes présentations, encore une fois, merci à nos panélistes, Mme Lengyel, Mme Poirier, Mme Landry, le petit mot de notre ministre Boulet. Merci à toutes les personnes qui ont présenté aujourd'hui. Vraiment, ça a été une activité extrêmement intéressante. Moi, j'ai appris des choses vraiment qui va nous aider dans notre réflexion pour avancer sur les questions de santé et mieux-être. Écoutez, une activité comme ça ne s'organise pas comme ça. Évidemment, quelques petits remerciements avant de se laisser là-dessus. Alors, j'aimerais vraiment remercier dans un premier temps. Ça ne pourrait pas exister, cette activité-là, si Marie-Ève Blanc, que vous avez vu promener ici là, toute la journée, là, c'était pas... vraiment une bonne main à Marie-Ève, là. Si Marie-Ève s'était pas vraiment démenée, là, c'est le cas de le dire, là, elle a été de tout. Si cette activité-là a pu voir le jour, là, c'est grâce à Marie-Ève. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève, pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est vraiment super. Je voudrais remercier l'École de santé publique de l'Université de Montréal pour les locaux, pour être en mesure d'organiser cette activité. Je voudrais remercier aussi Charles Marsan à la technique. J'ai bien hâte de voir comment ce petit vidéo-là va ressortir par la suite. Je voudrais remercier aussi Elsa Olano du Centre de recherche en santé publique qui nous a donné un coup de main dans l'organisation plus générale des communications, l'inscription en ligne. Et je voudrais aussi remercier, on a nos deux ici en arrière qui vous ont accueillis dans la joie et l'enthousiasme, qui vous ont demandé vos passeports vaccinaux. Alors, Shiraz Boisdi et Alexis Beauregard qui ont été présents. Alors, merci beaucoup à toutes ces personnes qui se sont impliquées autour de nous. Qui j'oublie? Personnel technique, oui, Charles, oui, j'ai pas oublié. Merci encore une fois, Charles, bien hâte de voir le résultat de tout ça. Alors, écoutez, on se laisse là-dessus. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site Web. Tous les résultats qui ont été présentés aujourd'hui sont disponibles dans notre collection Flash Recherche. Alors, si vous voulez revoir un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, ces résultats-là, n'hésitez pas à aller consulter ça. Le catalogue des bonnes pratiques, on va avoir une chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui va être disponible bientôt sur notre site Web. Alors, merci beaucoup encore de votre présence et au plaisir de vous revoir l'année prochaine. Voilà.